C'est une loi majeure qui pourrait bientôt être adoptée en France. Le Sénat examine ces lundis et mardis une proposition de loi ambitieuse pour limiter la consommation de fast fashion en France. Mais alors que prévoit exactement ce texte? Pourquoi une telle loi est-elle envisagée? Et surtout, quel est l'impact réel de la fast fashion? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ces actus du jour. Bon alors avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par les bases. C'est quoi exactement la fast fashion? La fast fashion, c'est la production rapide de vêtements à bas coût qui repose sur un renouvellement très fréquent des collections et une incitation à la surconsommation. Par exemple, Zara, H&M ou Bershka, c'est de la fast fashion. Zara propose environ 24 collections par an, donc 2 nouvelles collections tous les mois. Mais en l'occurrence, la plateforme qui est dans le viseur de la France, c'est Shein, qu'on peut considérer comme étant de l'ultra fast fashion. Elle propose, elle, plusieurs milliers de nouveaux articles tous les jours. Alors une fois qu'on a dit ça, que prévoit la proposition de loi actuellement étudiée au Sénat? Bon, déjà, elle est portée par la députée Horizon Anne-Cécile Violent et elle a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en mars 2024, donc il y a un petit peu plus d'1 an. À la base, elle prévoyait 2 mesures phares. D'abord, l'interdiction totale de la publicité pour les acteurs de la fast fashion et ensuite l'instauration de ce qu'on appelle un bonus-malus indexé sur un score environnemental qui était prévu de 5 € par vêtement en 2025 et 10 € en 2030. On en avait pas mal parlé sur la chaîne. L'objectif, en fait, c'est de freiner la croissance de plateformes comme Shein qui sont accusées de promouvoir une consommation de vêtements excessive et polluante. On revient dessus juste après. En tout cas, pour vous donner quelques chiffres concernant la France, entre 2010 et 2023, le nombre de vêtements mis sur le marché dans le pays est passé de 2,3 milliards à 3,2 milliards, soit plus de 48 vêtements par habitant mis sur le marché tous les ans. Et d'ailleurs, 35 sont jetés chaque seconde dans le pays, selon l'Agence de l'environnement. Pour en revenir au texte, il a été fortement modifié au fil des débats et notamment par la Commission du développement durable du Sénat en mars dernier. En fait, la version présentée au Sénat est fortement allégée. Déjà, l'interdiction de publicité se limite désormais à empêcher les plateformes de recourir à des créateurs de contenu pour faire leur pub. Et concernant le bonus-malus, il n'est plus indexé sur le score environnemental d'un vêtement. Le Sénat préfère des critères liés à la durabilité et aux pratiques commerciales propres à ces plateformes. En fait, l'idée de cette modification, c'est de viser plus l'ultra fast fashion et préserver d'autres entreprises européennes, voire françaises, qui auraient pu être concernées par le texte voté à l'Assemblée nationale. En effet, il existe des grandes enseignes françaises comme Kiabi ou Decathlon qui font aussi fabriquer leurs collections dans des pays comme la Chine et ont aussi recours à des tissus peu coûteux par exemple. Sauf que ces enseignes, elles jouent un rôle économique et social important en France, notamment en maintenant des emplois et des magasins dans les centres-villes. Alors concernant la première modification, le gouvernement a dit qu'il n'y était pas vraiment favorable et qu'il soutenait un amendement, donc une modification du texte, pour revenir à la version initiale et donc interdire totalement la publicité. Il faut savoir que cette décision pourrait poser problème en étant potentiellement anticonstitutionnelle, donc contraire à la norme suprême en France, car certains sénateurs estiment qu'elle pourrait limiter la liberté d'expression et la liberté de faire du commerce. Concernant la deuxième modification sur le bonus-malus, le gouvernement est d'accord. Sauf que cette version modifiée du texte, elle ne fait pas du tout l'unanimité. Selon Stop Fast Fashion, une coalition de 14 associations environnementales et des droits humains, dont Zero Waste et Emmaüs, c'est, je cite, un détricotage et un recul de l'ambition première. Selon elle, le montant serait trop faible pour avoir en fait un réel impact dissuasif. Avec l'amendement, le bonus-malus pourrait être de seulement 10 centimes, voire moins pour certains vêtements, ce qui n'est donc pas vraiment dissuasif. Alors une fois qu'on a dit ça, quels sont les impacts concrets de la fast fashion? Commençons par l'environnement. L'industrie textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde après le pétrole, selon UNECE, et elle représente 10% des émissions mondiales de CO2 liées à l'industrie. Ensuite, la production de vêtements nécessite des quantités astronomiques d'eau, d'énergie et de produits chimiques. Par exemple, la teinture et le finissage d'un vêtement représentent environ 36% des rejets chimiques dans l'environnement. Par ailleurs, les fibres synthétiques, comme le polyester, l'acrylique ou le nylon, qui sont issus de combustibles fossiles, sont largement utilisées dans la fast fashion car elles sont moins chères et plus faciles à travailler que les fibres naturelles. Cependant, elles sont aussi très polluantes et mettent des centaines d'années à se dégrader. En plus d'être très polluante, la fast fashion est dans le viseur de nombreuses ONG de défense des droits humains car pour maintenir des prix bas pour le consommateur, elle repose sur une main-d'œuvre peu coûteuse. Cette main-d'œuvre, elle est souvent basée dans des pays où les salaires sont très bas et où la réglementation du travail est souvent peu contraignante ou peu appliquée. Pour vous donner une idée, au Bangladesh, qui est l'un des principaux pays producteurs, les ouvriers du textile gagnent en moyenne 75 € par mois, alors que le salaire vital y est estimé à plus de 160 € par mois, selon le réseau d'ONG The Clean Clothes Campaign. Le drame du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh, justement, a mis en lumière ces abus. Un immeuble de 8 étages abritant des ateliers textiles s'était effondré, faisant 1138 morts et plus de 2500 blessés. Au-delà de ces deux préoccupations essentielles, j'en parlais juste avant, mais la situation du secteur textile en France est assez fragile. Ces dernières
dernières années, plusieurs enseignes emblématiques du prêt-à-porter français ont été contraintes de déposer le bilan car elles étaient incapables de faire face à la pression de la concurrence internationale et notamment de la fast fashion. Après Camaïeu, Koukaï, Pimki, c'est désormais Jennyfer et Caporal qui connaissent des difficultés majeures. Jennyfer a demandé la liquidation judiciaire en avril dernier, menaçant la fermeture de 220 magasins et le licenciement d'1 millier de salariés. Et Caporal, qui est une marque marseillaise spécialisée dans le denim, a également été placé en liquidation judiciaire, ce qui a entraîné la suppression de près de 280 emplois. Bref, vous l'aurez compris, la fast fashion, c'est donc un enjeu absolument majeur. Le vote de la proposition de loi est prévu le 10 juin au Sénat. On suivra ça. En attendant, je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. En Pologne, le candidat conservateur et nationaliste Karol Nawrocki a remporté l'élection présidentielle de ce dimanche avec 50,89% des voix selon les résultats officiels. Son rival, le pro-européen Rafał Trzaskowski, a récolté 49,11% des voix. Alors Karol Nawrocki, âgé de 42 ans, est un historien spécialiste du monde criminel qui est connu notamment pour être un admirateur du président américain Donald Trump. Le nouveau président polonais a plusieurs fois critiqué les aides accordées aux réfugiés ukrainiens et accusé le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'un manque de gratitude. Il s'oppose d'ailleurs à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, cette alliance militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis. Son élection pourrait donc remettre en question les relations entre la Pologne et l'Ukraine, qui est son pays voisin. Concernant la politique intérieure, de nombreux partisans de Karol Nawrocki souhaitent notamment davantage de restrictions en termes d'immigration, et sa victoire pourrait aussi bloquer le programme progressiste du gouvernement concernant notamment l'avortement et les droits LGBT+. On suivra ça. Deuxième actu, l'Ukraine a mené ce dimanche une vaste attaque de drones contre des bases aériennes en Russie, situées à des milliers de kilomètres du front jusqu'en Sibérie. Ces attaques auraient touché 41 avions utilisés pour bombarder les villes ukrainiennes, selon une source au sein des services de sécurité ukrainiens. Toujours selon cette source, cette opération, qui est intitulée Toile d'araignée, a été préparée pendant plus d'1 an et demi sous la supervision du président Volodymyr Zelensky. Elle aurait été menée grâce à des drones transportés clandestinement en Russie, puis relâchés à distance. De son côté, le ministère russe de la Défense a confirmé que plusieurs appareils aériens ont pris feu après une attaque de drones dans des aérodromes des régions de Mourmansk et d'Irkoutsk, respectivement dans l'Arctique russe et en Sibérie orientale. Ces incendies ont été maîtrisés et n'ont pas fait de victimes, selon le ministère. Volodymyr Zelensky a quant à lui jugé que ces actions devaient pousser la Russie, je cite, à ressentir la nécessité d'arrêter la guerre. À noter que des délégations russes et ukrainiennes se sont rencontrées ce lundi à Istanbul, en Turquie, dans le cadre d'une nouvelle session de pourparlers. Troisième actu, l'ONG Médecins sans frontières a vivement critiqué ce dimanche le système de distribution d'aide humanitaire de la Gaza Humanitarian Foundation, une organisation soutenue par les États-Unis et active à Rafah, dans le sud de Gaza. L'ONG dénonce un dispositif, je cite, déshumanisant, dangereux et sévèrement inefficace. Selon la défense civile de Gaza, des tirs israéliens ont visé dimanche des civils se rendant vers un centre d'aide géré par cette fondation, faisant au moins 31 morts et 176 blessés. Médecins sans frontières déclare avoir soigné des blessés qui auraient affirmé avoir été, je cite, tirés dessus de tous les côtés. De leur côté, la fondation et les autorités israéliennes démentent les faits. Ce lundi, 3 autres personnes ont été tuées près du même centre, selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza. À noter que l'entrée d'aide humanitaire a repris partiellement à Gaza depuis le 19 mai, après 2 mois de blocus imposé par Israël. Quatrième actu, des tags anti-Israël ont été découverts ce dimanche sur le mur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah à Paris. Les inscriptions Free Palestine et Fuck Israël x10 ont notamment été peintes en noir. Dans la nuit de vendredi à samedi, toujours à Paris, le mémorial de la Shoah, 3 synagogues et un restaurant israélien ont également été aspergés de peinture verte. Une enquête a été ouverte et 3 ressortissants étrangers ont été interpellés ce lundi. Alors face à ces dégradations, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi ce dimanche, affirmant, je cite, que le président Macron devrait cesser d'encourager la création d'un État palestinien terroriste au cœur de la patrie juive et commencer à agir contre l'antisémitisme dans son propre pays. La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a dénoncé ces actes, rappelant, je cite, que l'antisémitisme n'a pas sa place dans notre ville et dans notre République. Cinquième actu, plus de 79 personnes ont été interpellées dans la nuit de dimanche à lundi en marge des célébrations après la victoire du PSG en Ligue des Champions face à l'Inter Milan. C'est ce qu'a indiqué le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, ce lundi. Alors ces interpellations s'ajoutent aux 563 interpellations qui ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, dont 491 ont eu lieu à Paris. Elles ont conduit à 307 gardes à vue. À noter que 2 personnes ont été tuées en marge des célébrations de la victoire du PSG. Ce samedi, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été mortellement percuté par une voiture alors
alors qu'il roulait à scooter à Paris. Le conducteur du véhicule, en garde à vue, a été relâché dimanche soir selon le parquet et l'enquête se poursuit. Un mineur de 17 ans a aussi été tué à Dax, dans les Landes, après avoir reçu un coup de couteau en marge d'une fan zone. Selon le procureur, ce drame serait sans lien avec les résultats sportifs. Et on finit avec cette actu, les premiers résultats d'admission sur les plateformes d'orientation Parcoursup et Mon Master sont accessibles depuis ce lundi. Cette année, les candidats ayant des vœux en attente sur Parcoursup devront les classer par ordre de préférence entre le 6 et le 10 juin inclus. La phase principale d'admission durera jusqu'au 10 juillet. 2 phases complémentaires auront lieu pour les 2 plateformes. Pour Parcoursup, elle débutera le 11 juin et permettra aux candidats de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux pour des formations qui ont des places disponibles. La phase complémentaire de Mon Master se tiendra quant à elle du 17 juin au 17 juillet. Cette année, 980 000 lycéens et étudiants en réorientation se sont inscrits sur Parcoursup et plus de 250 000 ont candidaté sur Mon Master. Merci Léa pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ces actus du jour. Sachez que ce format est également disponible en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute, Deezer, Spotify et Apple Podcast. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.